Bonjour à tous, merci pour votre présence. Bienvenue à ce webinaire avec la société Carmat, qui est le leader et le pionnier du cœur artificiel. Et nous avons la chance d'être avec Stéphane Pia, son directeur général. Bonjour à vous. Bonjour à vous tous. Voilà, donc les choses s'accélèrent pour Carmat. Vous avez, je le rappelle, plus de 50 patients qui sont déjà équipés ou qui ont été équipés et qui bénéficient et qui ont bénéficié de votre cœur artificiel. Et maintenant, l'objectif en 2024 notamment, c'est d'accroître la production, d'accélérer votre développement commercial. Donc, vous allez nous expliquer tout cela. Et on va aussi parler d'une chose, c'est votre augmentation de capital qui est proposée jusqu'au 25 janvier 2024, donc la semaine prochaine. Vous souhaitez lever environ 15 millions d'euros, donc vous allez nous expliquer cela. Je rappelle juste au passage que bien sûr, que vous soyez actionnaire ou pas encore actionnaire de Carmat, vous pouvez participer à cette opération. Et quand vous avez un PEA, un PEA-PME ou un compte de bourse, vous pouvez le faire directement en ligne et sans frais. Autre point important de ce webinaire, c'est l'interaction, les échanges. Donc, vous avez sur votre écran la possibilité de poser des questions. Moi, je les vois apparaître et je les reposerai à l'oral à Stéphane Pia. Bien, écoutez, Stéphane, je vous propose maintenant que ces premières choses sont dites, et ben de commencer à nous faire un petit point d'où on est Carmat aujourd'hui. Merci Jean-Baptiste. Donc, je vais commencer sans plus attendre pour laisser plus d'espace pour après, à la fin, pour les questions. Donc, les réalisations de Carmat en 2023, très rapidement. Donc, ce qui est très important, c'est que cette société est née, il y a plusieurs dizaines d'années, mais la création a été faite en 2008, on va y revenir, quand le prototype était prêt à être développé pour ensuite rentrer dans l'homme. Et il est vrai que la vision de Carpentier, qui est notre fondateur, c'était vraiment de résoudre la crise de l'insuffisance cardiaque avancée qui est liée à la pénurie de greffons. Et surtout, c'est de créer un cœur pour toujours, si vous voulez. Donc, en langage plutôt médical, une thérapie définitive. Donc, vraiment une thérapie de destination. Donc, ça, c'est vraiment notre objectif premier et qui reste notre objectif, notre vision. Donc, aujourd'hui et hier, donc il y a un très gros congrès, peut-être le plus gros congrès de cardiologie français, les journées européennes de l'Association française de cardiologie qui se tient à Porte-Maillot au Palais des Congrès. On a beaucoup parlé de Carmat en termes élogieux, je pense que c'était très intéressant. Mais surtout, on parle de l'insuffisance cardiaque qui est la première cause de mort aujourd'hui dans le monde entier. Et le problème, c'est que c'est une épidémie, si vous voulez, qui croît de plus en plus vite, puisqu'on vieillit, on est de mieux en mieux soigné. Malheureusement, ce chiffre de 200 000 entre les États-Unis et Europe de gens qui ont besoin de cœur par an et qui vont décéder dans l'année, il est appelé à augmenter d'une manière de plus en plus rapide. Et le problème, c'est que le nombre de greffons, certes, il augmente un peu, mais quasiment pas. Donc, vous avez une inadéquation entre la demande et l'offre, et seulement 3% des patients sont traités. Donc, il y a un vrai sujet. Notre histoire, parce que c'est vrai que souvent, et surtout pour les gens qui ne connaissent pas le monde de la santé, et c'est un peu la difficulté, et très peu de gens connaissent le monde de la santé. C'est un petit monde, hein, c'est pas le consumer business ou l'automobile ou que les gens connaissent un peu mieux. La santé, c'est je dirais, un monde qui est bien sûr avec des temps de développement qui sont longs, avec beaucoup d'aléas. Maintenant, la bonne nouvelle, quand le projet est bon, c'est également beaucoup de satisfaction après. Mais ce sont des temps de développement qui sont beaucoup plus longs que les autres industries, parce que déjà, on interagit avec des patients, après parce que c'est compliqué. Et le dernier point, qui n'est pas un détail, c'est parce qu'on travaille sur des patients, le réglementaire est très compliqué et les normes sont de plus en plus dures, donc les temps s'allongent. Donc, très rapidement, la société est créée en 2008. Il y a eu une décision prise en 2010 d'être listé, d'être coté sur le marché Euronext Growth. C'était un choix, et il y avait plusieurs options, mais c'était certainement le choix le plus simple à l'époque. En 2013, on fait très rapidement une première implantation chez l'homme, ce qui est vraiment un achievement important parce que c'était un laps de temps assez restreint. Certains pourraient critiquer cette rapidité. Mais quand on travaille dans la cardiologie, dans les implants cardiaques, et on a d'ailleurs notre responsable de la qualité du réglementaire qui nous écoute,
il n'y a rien de mieux que l'homme pour comprendre comment fonctionne la prothèse. Bien sûr, avec toutes les sécurités nécessaires, mais les implantations animales et les bancs d'essai, malheureusement, ne réussissent pas à comprendre ce qui se passe vraiment dans l'homme. 2018, quand on a commencé à faire des études plus importantes et préparer la commercialisation, on a dû créer un site de production. Et ça, c'est clairement en dispositif médical une des étapes les plus complexes. Si vous regardez toutes les grosses sociétés, parce que c'est public, Johnson & Johnson, qui a acheté une société il y a 2 ans, ils ont eu à Biomed, ils ont eu un gros recall. Ils ont rappelé les produits. Philips, je pense, c'est notoire en Europe parce que c'est un cas très important, les respirateurs. Donc, c'est très compliqué d'avoir une production stable, sans problème. Donc, on a créé ce site de production qu'on a étendu, comme vous le savez, en novembre de cette année. Après, même si notre but, c'est la destination, donc c'est mettre le cœur pour toujours, avant d'avoir des données de long terme, il faut des données de court terme. Donc, il y a 2 indications pour la transplantation d'une machine. Il y a le pont à la transplantation, on en a beaucoup parlé durant les journées européennes de cardiologie. C'est donner la capacité à des patients qui peuvent vivre longtemps mais qui n'ont pas accès à un cœur ou parce qu'ils sont trop faibles, de se reconstruire. Et c'est très important parce que la transplantation d'organes humains, c'est pas la panacée. Il y a des morts, c'est assez élevé et c'est un parcours compliqué, jonché de problèmes parce que vous êtes sous immunosuppression, vous êtes très fragile, vous développez des maladies, voire des cancers. Donc, il est important de maximiser les chances de ces patients et le pont à la transplantation, bien souvent, pour des patients qui ne sont pas en état d'être listés, c'est la chance de pouvoir se reconstruire pour avoir le droit à la transplantation. 2021, première implantation aux États-Unis. 2023, donc c'est important pour nous, pour un cœur artificiel, parce que c'est une technologie qui est pesante par rapport à un stent ou une valve. Normalement, quand on fait des valves ou des stents, on attend 10 000, 20 000 patients. Bon, dans notre cas, 50, c'est déjà beaucoup, donc c'est une première étape importante. Et 2024, c'est vraiment l'année où on va faire de la commercialisation toute l'année, du seul cœur artificiel approuvé en Europe. Et on va se préparer pour l'indication, comme je disais, de thérapie de destination. Donc, si on se compare aux autres, parce que c'est toujours important de dire est-ce que Carmat a bien fait ou pas. C'est pas une opinion. Donc, la meilleure chose, c'est de se comparer aux existants, aux projets existants. En 2008, on était 5 sur la ligne de départ, 2 ont fait faillite et 2 sont toujours là, mais ils sont toujours dans l'animal. Alors que nous, on est commercialisé, on a un site de production, on a une vraie société. Donc, si vous voulez, en 15 ans, on a pris 8 ans d'avance sur les autres, ce qui est énorme. Donc, on fait beaucoup mieux que les autres. Et en plus, au niveau de la technologie, on pense avoir plus de 8 ans d'avance. On pense avoir des décennies. Parce que notre technologie, j'ai tendance à dire, c'est un peu comme le SpaceX des lanceurs. On a vraiment une grosse longueur d'avance sur les projets en développement. Les réalisations rapidement de l'an dernier. On est content d'avoir passé la barre des premiers 50 patients, mais c'est pas vraiment la barre, mais c'est plutôt la dynamique. On en reparlera. On a 41 centres qui, s'ils voulaient, entre cliniques et commerciales, peuvent implanter aujourd'hui en Europe. On a recruté 11 patients dans l'étude efficace en France sur 52, donc c'est très important. On a une capacité de production maintenant qui est de 500 cœurs par an, donc en achetant des machines et des personnes, on pourrait monter très rapidement. Certes, on n'a pas été très heureux, mais bon, les marchés sont ce qu'ils sont. On a levé 7 millions avec les existants, que je remercie encore une fois, nos actionnaires historiques, 7 millions, et on a complété avec 9 millions de financement, notamment public, non dilutif. Un chiffre d'affaires en dessous du second reforecast, malheureusement, mais je pense qu'il faut savoir lire les données toujours du bon angle. Et ce qui est très intéressant, c'est que sur les 2,8 millions, c'est pas peu, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, notamment pour une moitié d'année, qui seraient contents de faire 2,8 millions, c'est un beau chiffre d'affaires. Mais on a fait 1,8 million au dernier trimestre. Donc, on a réussi à faire 60% des ventes en 3 mois seulement. C'est ça qui est intéressant. Donc, sur la France, d'ailleurs, c'était plutôt sur je dirais 60% en France. Ouais. Donc, une année 2023 structurante en vue d'une année 2024 réussie. Donc, c'était vraiment une année pivot. On a enlevé tous les freins. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup appris. La sélection des patients, on en a parlé durant les journées européennes de cardiologie. On sait quels sont les patients qui répondent le mieux. On aide les patients à se rétablir, on aide les hôpitaux, parce qu'on est peut-être la société qui voit le plus de patients
Si on était un hôpital, vraisemblablement, c'est nous qui voyons le plus de patients dans le monde entier qui souffrent de cette maladie, si on était un hôpital, parce qu'on reçoit les patients de tous les centres. Donc, on comprend beaucoup mieux ce qu'il y a à faire. On est en train de créer le parcours patient parce que c'est très compliqué de faire bouger le système hospitalier quand on introduit une nouvelle thérapie. Hein. C'est vraiment un gros bateau, hein, le système hospitalier. Donc là, on a compris. La chirurgie, maintenant, c'est quelque chose de très simple. Je suis même plus au courant pendant l'opération. Avant, on me textait toutes les 10 minutes pour tous les pas successifs. Maintenant, je sais même plus rien. Je sais même pas si le patient va bien le jour d'après parce que c'est devenu nominal. Et puis le produit, on renforce sur le produit, bien sûr. Mais grâce au software, parce qu'on a le seul produit qui est intelligent avec une carte électronique embarquée, on est capable de mitiger à ce stade les défaillances potentielles de composants électroniques pour que la prothèse puisse tourner normalement. Bien sûr, le but, c'est que la prothèse tourne normalement sans avoir à faire appel au software qui, si vous le voulez, est un type d'airbag ou de ceinture de sécurité dans une voiture. Le but, c'est de pas l'utiliser, bien sûr. Donc, voilà, donc on a fait beaucoup d'avancées. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les centres qui ont démarré continuent. Notamment hier, lors de la présentation de Carmat, Journée européenne de cardiologie, le centre de Lille a présenté ses 4 patients, 2 transplantés et 2 qui sont en liste, qui vont très bien, qui ont passé Noël à la maison. Donc vraiment, quand on fait un patient, les gens sont tellement surpris de ce que peut faire notre prothèse qu'on a beau en parler. C'est pour ça que je dis SpaceX. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est exagéré, mais ça ne l'est pas. Parce que vraiment, on fait des choses incroyables avec cette prothèse par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Au niveau clinique, au niveau clinique, on se compare à ce qui existe. Donc, en Europe, on est tout seul, mais Syncardiac a un vieux cœur, fait quelques implantations encore aux États-Unis, une par mois ou voire moins. Et des fois, parce qu'il n'y avait pas encore de cœur artificiel jusqu'à l'an dernier en Europe, on utilise 2 pompes qui ne font pas le travail. Mais ce qu'on voit, c'est que pour avoir un remplacement physiologique complet, donc pour éviter les accidents vasculaires cérébraux invalidants ou les saignements gastro-intestinaux, ce qui est notre cas, ce qui est unique. Sur 50 patients, on n'a eu aucun de ces 2 problèmes. Tous les autres en ont, et à hauteur de 25-30% à 1 an. C'est grâce au fait qu'on a un profil technologique unique. En effet, on réunit une assistance biventriculaire à une pulsatilité, à une autorégulation, donc on adapte le flux en temps réel, et une hémocompatibilité élevée. Donc ça, c'est vraiment unique et ça nous évite d'avoir des AVC invalidants et des saignements gastro-intestinaux. Ce qui a fait vraiment encore un impact très fort hier aux Journées européennes. Ce qui est intéressant, c'est que le développement en santé, c'est très lent. C'est un fait. Donc, on a fait 50 patients. On a des patients qui ont fait 25 mois. Ils ne sont pas morts d'une défaillance de prothèse ou d'un malfonctionnement, mais d'autres maladies. Donc, la prothèse peut durer. 14 patients ont été transplantés. On en a encore 13 sous prothèse qui potentiellement seront transplantés. Donc, on augmente le chiffre. Et on a quasiment 20 ans d'années patients cumulés d'expérience. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que maintenant, après les études cliniques, il y a eu 2 à-coups. Vous voyez qu'il y a une dynamique qui est très forte. La thérapie change la donne. Hein. Procédure chirurgicale sûre. On redonne une qualité de vie aux patients qui vivent de nouveau. Et on a surtout un soutien qui est durable sans problème. Stratégie commerciale, en fin de compte, ça a été plus lent que prévu parce qu'on avait des freins qu'on n'avait pas anticipés ou identifiés. Maintenant, la bonne nouvelle au niveau commercial, on a 33 centres qui sont formés. On a des gens sur le terrain maintenant depuis longtemps, donc maintenant on commence à récolter les fruits du travail qui a été fait. On a des produits sur l'étagère, ce qui n'était pas le cas jusqu'au mois de juin-juillet l'an dernier, c'est pour ça qu'on n'avait pas commencé. Une meilleure compréhension du parcours patient, on sait comment faire bouger les lignes dans les hôpitaux pour commencer la thérapie. Et surtout, on a élargi la sélection des patients. Comme vous avez vu, d'ailleurs, à Marignane-Longue, on a fait un patient qui souffrait d'une tumeur au cœur. Et on a beaucoup d'autres niches intéressantes, comme les patients congénitaux qui vont arriver. Donc, on a maintenant la possibilité de faire un déploiement commercial. En France, très bonne dynamique. C'est là où on a donné les produits en premier l'an dernier, en juillet. C'est pour ça que ça a été plus vite que le commercial. Pour répondre à votre question, Jean-Baptiste, où on a fait les ventes en fin d'année. Parce que l'étude dormait puisqu'on n'avait pas de produit. Donc, on a essayé de donner la priorité à la France. Et ça s'est récolté avec accumulé 11 patients dans l'étude, 7 au 4e trimestre.
8 centres qui sont déjà actifs et 3 nouveaux qui vont démarrer très bientôt. Donc, on est très content. Une étude importante qui va favoriser l'adoption du produit, la proposition de valeur et le remboursement et soutenir l'autorisation de la mise sur le marché aux États-Unis. La dynamique, donc là, on a donné quelques chiffres. Vous voyez, en fin de compte, on a travaillé, on a commencé à la fin du deuxième trimestre. Bon, l'été, c'est toujours calme, mais après, ça s'est vraiment emballé. On est passé de 1 patient par mois au troisième trimestre à 4 patients par mois au quatrième trimestre. Ce qui est intéressant au niveau statistique, 9 nouveaux sites. 30% donc des sites ont implanté commercialement, 1 sur 3, mais 2 tiers avaient déjà envoyé des patients. Donc, ils avaient la volonté de démarrer. C'est pour ça qu'on est très positif pour 2024. Les leviers marketing pour soutenir la dynamique, développer le marché. Donc, il faut qu'on convertisse les hôpitaux formés en sites d'implantation. On a également signé beaucoup de contrats de distribution en dehors de l'Italie et de l'Allemagne. Donc, on va pouvoir commencer dans d'autres pays, en dehors de ces 2 grosses zones qui sont importantes pour nous. La prise en charge d'Eason, on va étendre la couverture géographique du remboursement en Allemagne. On pense passer de 3 régions à 10 régions sur 16 qui vont être remboursées d'une manière stable en 2024. Et on travaille sur des financements d'innovation dans les autres pays. L'engagement client, et c'est un peu, si vous voulez, l'histoire de la poule et de l'œuf, puisque pour convaincre les gens, il faut de l'expérience. Et jusque maintenant, on n'a pas beaucoup d'expérience. Maintenant qu'on a 13 patients sur Eason, on peut en parler avec les centres et on va s'appuyer là-dessus pour partager cette expérience et construire le parcours patient. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on travaille sur 2 je dirais, cibles, les chirurgiens, les implanteurs et les intensivistes qui gèrent les patients avant et après. Donc, on partage notre expérience patient en faisant des webinaires, comme maintenant. On l'a fait en Italie avec tous les centres présents, où on fait des réunions physiques, en présentiel, pour les intensivistes. Donc, ça, c'est ce qu'on fait. Il va y avoir beaucoup de publications qui vont également sortir. Il y a déjà beaucoup d'études de cas. Donc, on va vers une adoption plus large, disons, par la communauté médicale. D'ailleurs, aux journées européennes, les sessions étaient pleines, il n'y avait pas de place dans la salle et le feedback était très positif. Production, bon, ça a été un peu notre problème, notre talon d'Achille. Jusque maintenant, la bonne nouvelle, on a des produits en stock et surtout, on a une production qui s'est stabilisée avec un flux fournisseur stable. Donc, on est très confiant, on a une capacité jusqu'à 500 et on est prêt à passer à 1000, je vais en parler, quand le besoin se fera sentir. Alors, on a commencé notre histoire en 2018 ici, donc c'est à Bois d'Arcy, on appelle ça BDA, Bois d'Arcy. Ça, c'était le premier building, c'est là où il y avait tout. Maintenant, on a ouvert Bois d'Arcy 2, donc grosso modo, c'est là où on fait expédition, préparation et réception des pièces. Et la plupart de l'assemblage. Et BDA1, c'est devenu quasiment que la salle blanche. Et pour 1000, il y a plusieurs solutions possibles. Mais si demain matin, par miracle, on était dépassé par la demande, enfin, quand je dis pas par miracle d'être dépassé par la demande, mais demain matin, donc très brièvement, on pourrait penser à faire une salle blanche sur BDA3 qui est déjà en location. Ça nous sert de lieu de stockage pour l'instant. Donc, on a déjà le plan pour 1000 sur le même parc d'activités. Les prévisions financières, c'est toujours compliqué quand on lance une nouvelle thérapie. Ce n'est pas propre à Carmat, c'est propre à toutes les nouvelles thérapies, que ce soit chez Johnson ou Abbott ou les autres. C'est d'autant plus compliqué que le programme Carmat est très articulé. Ça implique beaucoup de spécialités différentes. Mais enfin bon, cette année, on est confiant qu'on peut arriver entre 14 et 20. On aura 50 hôpitaux formés au niveau commercial, on aura 11 hôpitaux formés au niveau de l'étude efficace. On planifie 30 implantations dans l'étude efficace et on a un niveau de stock qui est approprié. En ce qui concerne la profitabilité, bon, bien sûr, ça s'appuiera sur la dynamique des ventes, la réduction des coûts et le lancement aux États-Unis en 2027. Vers l'autofinancement, et là, on va parler un peu de l'augmentation de capital qui est prévue aujourd'hui. Alors, 16 millions de financement en 2023. Donc, pour Carmat, on a levé jusqu'à 500 millions jusque maintenant. Donc, ça a été une année un peu, je dirais, peu active en termes de financement, dû à plusieurs raisons, les marchés compliqués, etc., etc. Je ne vais pas vous raconter les marchés financiers. Je pense que tout le monde connaît les statistiques.
Euh, horizon de financement à fin janvier 2024, enfin février 2024, mais bon, comme on est public, on l'avait annoncé il y a 6 mois, mais c'est un peu plus. Bref, c'est dans quelques semaines. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour justement travailler sur l'autofinancement? Donc déjà, on a fait du tri dans ce qu'on fait parce que malheureusement, les marchés étant difficiles, on ne peut pas aller au rythme d'investissement qu'on voudrait. Donc, on a fait un très fort travail pour réduire la consommation de trésorerie. Et vous verrez une réduction de 20% de la consommation de trésorerie entre 2023 et 2024. Donc ça, c'est très important. Important également parce que ce qui pèse beaucoup sur notre besoin de financement jusqu'à la profitabilité en 2027, c'est clairement notre dette financière. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on a un accord de principe conditionné avec la Banque européenne d'investissement. Aucun remboursement ne sera dû avant juillet 2026, donc on a le temps de voir. Et pour concentrer l'utilisation des fonds qu'on lèvera dans des opérations de marché, on a fait quelque chose d'assez innovant. On utilisera une équitisation. Donc, on repaiera la BEI à travers une fiducie avec une émission d'actions afin d'éviter de puiser dans les augmentations de capital qui, comme vous le savez tous, sont compliquées aujourd'hui. Financement supplémentaire, donc bien sûr, horizon court, financement nécessaire. Alors sur l'année, si vous multipliez 4 millions par 12, ça fait 48 millions. On a un besoin annuel de 50. Étant donné que décembre, janvier, c'est très compliqué, les fonds sont encore en réflexion par rapport aux grosses pertes qu'ils ont eues en 2023. Donc là, on va lancer une ACA, je vais en parler un peu plus en détail dans la prochaine planche. Et ça sera pour faire un pont qui, j'espère, sera important et qui nous permettra de préparer un placement beaucoup plus important avec des acteurs différents dans un second temps. Donc, augmentation de capital pour étendre l'horizon au-delà de janvier. D'autres levées seront à anticiper cette année de toute façon. Et bien sûr, comme d'habitude, on travaille sur d'autres options, dilutifs et non dilutifs, comme on le fait toujours. Donc, l'augmentation de capital qu'on a lancée officiellement mercredi soir. Donc, c'est une augmentation de capital par voie d'offre publique avec suppression du DPS. Période de souscription, comme vous l'avez dit, Jean-Baptiste, du 18 au 25 janvier inclus. Le prix par action, c'est 3,99 €. Donc, c'est une décote de 29% sur la moyenne des cours des 5 jours précédant l'ACA, mardi inclus. Au niveau du montant, le montant initial, c'est 15 millions. Le montant initial, s'il est couvert à 75%, on pourra lever de toute façon. Donc, il y a un minimum de 11 millions prévu et un maximum de 20 millions si on était suralloué et qu'on pouvait, et je le souhaite, exercer la clause d'extension, la green shoe, plus une option de surallocation à 100%. Donc, de 11 à 20. L'engagement de souscription et de garantie à hauteur de 9 millions. Donc, on couvre de toute façon déjà l'opération à 60+%. Le financement partiel du fonds de roulement à court terme, donc une couverture partielle avec cette opération du besoin de financement à 12 mois qui est, comme je le disais, environ de 50 millions. Et il y a une extension anticipée de l'horizon de financement à début mai 2024 avec cette opération environ de 15 millions. Les perspectives, bon, je pense qu'il est intéressant, si on pense stratégiquement, c'est vrai que c'est assez rare, mais on a une opportunité importante, hein, un marché qui est énorme, une technologie qui est unique et pendant longtemps, il y a une volonté des hôpitaux de faire quelque chose et on a la production qui fonctionne. Donc, très rapidement, les objectifs pour 2024, le commercial, recruter quasiment la totalité de l'effectif dans l'étude efficace, ajouter aux 33 centres formés déjà 17 autres centres commerciaux, réduire les coûts de 20%, c'est déjà fait, et soumettre le dossier de reprise aux États-Unis pour la cohorte 2. Des ventes de 14 à 20. Objectif moyen terme, c'est travailler sur l'augmentation de capacité de production, sécuriser les remboursements dans les zones clés de commercialisation disons, ou des ondes,
réduction drastique du coût de production, renforcement de la base des fournisseurs et le lancement sur le marché américain en 2027. Notre objectif restant d'être le premier dispositif, après le pont à la transplantation, pour lequel on a déjà une indication, d'être le premier dispositif approuvé pour la thérapie de destination. Les États-Unis, en un mot, donc, on espère avoir une autorisation fin d'année pour reprendre les implantations. Et on ajoutera à ces 10 patients de l'Early Feasibility Studies l'étude française. Alors à ce stade, l'FDA, on n'en a jamais parlé parce que c'est un procédé itératif. Donc, ils vont attendre qu'on finisse l'EFS pour discuter des prochaines étapes. Mais c'est comme ça que nous, on entrevoit de notre côté les prochaines étapes. Mais on est confiant par rapport aux discussions. Et on demandera une autorisation au deuxième semestre de 2026. Alors, la thérapie définitive, c'est le Graal. Tout le monde essaie depuis 50 ans, mais on pense vraiment être le dispositif le mieux positionné pour y arriver. Pourquoi? 3 composantes pour aspirer à la thérapie de destination. La performance, parce que si vous équipez quelqu'un avec une machine pendant 7, 8, 9, 10 ans, il ne faut pas qu'il y ait de problème clinique. Et on est la seule technologie aujourd'hui qui peut éviter des accidents vasculaires cérébraux et des hémorragies gastro-intestinales. La qualité de vie, parce que faire survivre, ça ne sert à rien. On est la seule technologie aujourd'hui qui apporte une qualité de vie optimale aux patients, comme quand il n'était pas malade, grâce à l'autorégulation et l'équilibre de la gestion droite-gauche du cœur, grâce au software et à la carte électronique. Et puis le dernier point, la durabilité, parce que bien sûr, il faut que ça dure. Et là, on a fait des avancées très importantes. Le software nous a aidé à faire un saut en avant plus rapide et qui, on espère, sera cette année rattrapé par le hardware lui-même, donc le dispositif lui-même. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est raisonnable de pouvoir déclarer que le dispositif est le mieux positionné pour la thérapie de destination. Pourquoi investir dans le Carmat maintenant? Bon, le marché est énorme, la technologie est unique, l'équipe de direction a un track record reconnu dans la cardiologie. On est une entreprise à part entière, ce n'est pas une start-up qui se développe étape par étape. Aujourd'hui, ce serait une grosse division d'une grosse société comme Johnson & Johnson. On fait tout chez nous et on contrôle tout. Donc, on est une société au stade commercial, donc on est prêt maintenant à s'envoler et j'espère que les chiffres en décembre le prouveront. Je vous remercie pour votre attention et je vais passer la parole à Jean-Baptiste pour la session des questions. Alors, il y a une première série de questions qui sont plutôt assez pratiques sur le cœur lui-même. Premièrement, est-ce que les patients font du sport une fois qu'ils sont équipés du cœur? Oui, alors bien sûr. Alors, le professeur Latrémouille a tendance à parler de quand il fait du jogging. Pour donner un exemple, il peut recevoir plus d'énergie. Alors, les gens ne font pas de jogging, mais bon, ils font du vélo. Ils peuvent faire de la musculation, peuvent faire de la marche, vivre normalement comme avant, quasiment, oui, tout à fait. Autre question pratique également aussi, c'est le prix d'un cœur artificiel Carmat. Oui. Au niveau commercial, c'est 250 000 € et dans l'étude clinique, 137 000 €. C'est un prix qui a été étudié avec attention et on essaiera de le prouver, qui fait épargner de l'argent au système de santé par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Parce que les patients, à part le fait qu'ils ne sont pas traités et qu'ils souffrent beaucoup, coûtent beaucoup plus cher à la société en n'étant pas traités. Est-ce que sur les cas, notamment en France, le remboursement était à 100%? Quelle est la part de remboursement du… 137 000 € sur 205 000. Donc le reste est à charge du patient? Non. Il est à charge de Carmat. On travaille dans le dispositif médical. On ne peut pas vendre un dispositif médical de classe 3 directement à des patients. C'est interdit dans des pays tels que la France. D'accord. Autre question assez pratique aussi sur le produit. Est-ce que vous faites aussi pour des enfants, des cœurs ou un seul modèle de cœur de taille? Non. Et c'est une bonne question, mais c'est pas seulement un problème de taille, c'est que les enfants évoluent dans le temps, donc il faudrait avoir également une approche un peu différente, itérative, mais pour l'instant non, c'est pour les adultes. Alors, il y avait après des questions notamment liées à votre organisation. Notamment, vous avez dit que vous avez implanté ou formé beaucoup d'hôpitaux, beaucoup de centres. Et finalement, quand on regarde le nombre de cœurs implantés, ça correspond à peu près au même nombre d'hôpitaux implantés. Est-ce que vous n'avez pas eu intérêt à cibler, je ne sais pas, 5 hôpitaux, 10 hôpitaux et en faire 10, 20 cœurs sur chaque hôpital?
Il y a plusieurs Alors, questions autour de ce thème-là. très bonne question. Dans la vie, il faut faire de nécessité et vertu. Et dans un monde idéal, vous avez raison. Et d'ailleurs, on commence toujours comme ça. Quand j'étais chez Johnson et Abbott, on commence dans peu de centres et on travaille sur la qualité. Et une fois qu'on apprend, eh bien, on partage la courbe d'expérience. Le problème, c'est que la réalité nous rattrape toujours, la réalité des sous. Si on attendait de développer les premiers centres, eh ben, ça nous mettrait des années. Donc, malheureusement, dans une approche, la meilleure, ce serait, oui, de prendre un centre, de travailler en profondeur et de passer au second. Malheureusement, on doit un peu jongler avec tous les impératifs que nous avons. C'est la raison pour laquelle on a démarré beaucoup de centres et maintenant, on va travailler au même rythme avec chaque centre. Alors, il y a des questions aussi autour du software. Vous n'avez pas tellement parlé du software, mais il y a un software qui est très lié au fonctionnement de votre cœur. Est-ce que vous pouvez en dire aussi quelques mots? Tout à fait. Alors, tous les hardware qui sont gérés par une carte électronique ont bien sûr un software pour gérer les fonctions de ce hardware ou de ce produit. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a une technologie qui est extrêmement précise. On utilise la carte électronique d'un missile et on a un fonctionnement qui est hyper précis, hyper rapide. Donc, c'était comme ça qu'on était parti. Et en fin de compte, on sait très bien on a beaucoup de composants différents et on sait que les composants, même s'ils ont un niveau de fiabilité qui est très élevé, mais si vous multipliez beaucoup de composants par un niveau de fiabilité élevé, vous arrivez quand même à un pourcentage de risque, de défaillance d'un composant. Donc, ce qu'on a réussi à faire avec le software, les équipes software et de recherche et développement, c'est de créer de la redondance que l'on n'a pas physiquement, permettant la prothèse de détecter sur certains composants, mais ceux qui ont créé des problèmes, de détecter des défaillances potentielles, d'isoler ce composant et de faire tourner la prothèse sans ce composant. Donc, on a créé de la redondance avec le software. Donc, ça, c'était un pas en avant important pour renforcer le profil de sécurité. Maintenant, dans une voiture, c'est la même chose. On ne demande pas à un airbag de servir à chaque virage. Donc, le but, c'est pas ça. Mais c'est très bien qu'on l'ait parce que ça va nous donner vraiment un confort important en attendant que le software qui est déjà très robuste le soit encore plus dans le futur très proche. C'est une question de moi. Alors après, sur votre objectif donc de chiffre d'affaires sur 2024, vous avez annoncé 14 à 20 millions d'euros, si je ne me trompe pas. Alors deux questions qui sont pas mal posées. C'est à combien de cœurs cela correspond-il? Et deuxièmement, qu'est-ce que vous pouvez dire pour sécuriser la production de ces cœurs en fonction de termes d'approvisionnement, de fournisseurs, de capacité de production? Alors, oui, alors c'est un peu plus de 100 cœurs, comme vous l'aurez calculé. La production, on a déjà 3 mois d'inventaire, ce qu'on n'a jamais eu, et on continue disons, à faire une dizaine de cœurs par mois pour l'instant, parce qu'on ne va pas en faire plus que besoin est. Donc, et on a le temps de production est long, c'est plusieurs mois. Donc, on a une visibilité assez importante et pour l'instant, on ne voit pas de problème à ce niveau-là. D'accord. Vous avez dit que le marché était immense. Si on peut parler de commandes, de pipeline de commandes ou de clients en attente qui sont éligibles, parce que j'imagine qu'il y a plein de conditions pour être éligibles. Ouais. Quel est votre stock de patients en attente ou de pipeline de commandes en quelque sorte? Ouais, alors on n'a pas vraiment de stock parce que dans un monde, je dirais, parfait, plus tôt on traite le patient, plus haute est la probabilité que le patient sorte fort de l'opération. Malheureusement, c'est la question de la cardiologie depuis 70 ans, c'est quand? Quand faire quoi? Et c'est la lutte entre les médecins interventionnels, que ce soit les cardiologues ou les chirurgiens, et les cardiologues de ville, si vous voulez. Les cardiologues de ville, ils poussent le curseur le plus vite possible, le plus longtemps possible avec des médicaments. Mais bien souvent, attendre la fin de l'efficacité des médicaments, c'est réduire les chances de traitement d'un patient. Et donc, la discussion quand vous créez une nouvelle thérapie, c'est savoir quand vous devez intervenir et arrêter les médicaments. C'était la discussion hier d'ailleurs, comme pour tous les autres traitements en cardiologie. Pourquoi je dis ça? Parce que
Dans un monde parfait, on devrait traiter des patients à l'avance, qui peuvent attendre 2-3 mois. Et là, on aura un stock. Malheureusement, on ne vit pas dans un monde parfait, ça ne vous aura pas échappé. Et on travaille dans l'urgence. Et donc, les patients qu'on fait, c'est les patients qui ne peuvent plus attendre. Donc, le patient qu'on va traiter la semaine prochaine à Montpellier, c'est un patient qu'on a vu il y a 1 semaine et demie et qu'on a anticipé. Et donc, on a quelques patients en stock, mais les patients en général, on les reçoit une semaine, enfin à revoir 1 semaine et demie à l'avance, pas plus. Et après, donc vous avez dit que c'était pas encore une thérapie de destination, c'est-à-dire que vous implantez des cœurs dans l'objectif qu'il y ait une vraie transplantation d'un vrai cœur après. Alors, première question 1, combien de temps les gens gardent-ils leur cœur en moyenne, votre cœur Carmat dans leur corps? Et deuxième question, est-ce que vous pouvez repréciser quand vos cœurs seront véritablement, a priori, ou on peut espérer, que ce soit véritablement un cœur une thérapie de destination, c'est-à-dire qu'il soit en permanence? Ouais. Vous l'avez dit, mais vous pouvez le redire. Alors, les transplantations, ça peut varier de 1 mois à 9, 12 mois maximum, grosso modo en moyenne. Donc, je dirais une moyenne de 6-7 mois sur le cœur qu'ils ont. Alors, bien sûr, en ce qui concerne la destination, on va recommencer à faire des implantations à travers l'étude pivot de destination. Et il nous faudra quand même quelques années. Alors, ça dépend de qu'est-ce qu'acceptera notre organisme notifié, mais on a une stratégie, on ne va pas la dévoiler maintenant, mais tout dépendra de ce qu'ils vont revoir comme expérience pour pouvoir avoir la destination. Mais on pense que si on devait commencer à ce rythme-là, avec les données qu'on a aujourd'hui, on pourrait avoir quelque chose avant, j'espère, 2027. Mais bon, ça, c'est encore à voir. Ça ne dépend pas de nous. L'approche à l'innovation est compliquée. Le risque-bénéfice, c'est pas vraiment le critère qui est utilisé, comme vous l'aurez compris. Donc, il faut respecter, disons, l'ordre établi. Il faut respecter les us et coutumes, même si elles sont dépassées, même si au niveau des approbations et des évidences cliniques, ça a tendance à bouger dans le bon sens. On est encore resté dans une approche qui, à mon avis, n'est pas toujours adaptée à l'implantation cardiaque, surtout pour des patients à haut risque. Alors, plusieurs questions là qui arrivent tout d'un coup. Est-ce que les cœurs sont réutilisables? Non. Non, parce qu'on utilise des tissus biologiques qui sont recouverts par les cellules du patient, donc on ne peut pas les réutiliser pour un autre. Après, quelques questions aussi sur l'augmentation de capital. Donc, vous avez dit que l'objectif, c'était de lever 15 millions d'euros pour aller peut-être jusqu'à 20 millions. Mais aussi, vous avez dit que au mois de mai, certainement, il faudrait à nouveau envisager des levées de fonds. Donc, pourquoi ne pas avoir fait une levée de fonds de 50 millions ou de plus? Qu'est-ce qui vous avait, comment vous avez vu les choses? Mais parce qu'on n'était pas prêt, c'est tout. Hein. Comme je l'ai dit, c'est pas nous qui nous sommes limités. Hein. Si j'avais pu lever 200 millions, je l'aurais fait demain matin, et même à 10 euros si vous voulez. Non, le sujet n'est pas là. C'est que les marchés sont très compliqués. C'est peut-être la 4e fois que je le dis. Il n'y a aucune opération qui ne s'est passée les 8-9 derniers mois en santé sur le marché français, je crois, et européen, pas beaucoup plus. Donc aujourd'hui, ce qu'on a fait, on a demandé à nos actionnaires historiques en octobre de nous laisser le temps de préparer justement cette petite opération. Donc je dirais qu'on y va étage par étage. Donc on avait fait un petit bridge. Là, on fait un bridge qui, j'espère, sera 3 fois le bridge d'octobre pour pouvoir préparer quelque chose de plus important en espérant qu'il y a beaucoup d'intérêt. Alors peut-être ce qui a changé, c'est très important. Ce qui a changé par rapport au début de l'histoire Carmat, c'est qu'aujourd'hui, on intéresse des fonds qui sont intéressés potentiellement à nous financer jusqu'à la profitabilité. Et ce, parce qu'on commence à faire des ventes et le besoin de financement est moindre par rapport à ce qu'on a fait jusque maintenant. On a levé 500 millions jusque maintenant. Clairement, si vous faites des maths, 2027, 3 fois 50, il ne reste plus beaucoup élevé par rapport à ce qu'on a levé. Donc, pour des gens au long cours, c'est plus simple de se projeter. Donc, je pense que les semaines qui viennent seront dédiées à des discussions avec des gens spécialisés qui
potentiellement pourrait nous assurer un financement plus pérenne. Voilà. D'où cette opération faite de cette manière. Important également, qu'on a voulu ouvrir au public, puisqu'on aurait pu travailler plus longtemps pour garantir et avoir plus de fonds privés, mais on est conscient que le public est clé et on est très heureux aujourd'hui d'avoir un retail, comme on dit, aussi important, parce que c'est peut-être ce qui nous sauve en fin de compte, parce que quand les fonds privés spécialisés sont absents, on est content de voir sur des sujets aussi fédérateurs que le nôtre, que le public est là pour nous soutenir et donner une chance à cette technologie de pouvoir éclore et changer le monde. C'est vrai que vous avez beaucoup d'actionnaires, des institutionnels qui vous accompagnent, mais aussi beaucoup de particuliers qui vous accompagnent aussi depuis longtemps. Je vois beaucoup de messages de gens qui sont entrés à des valorisations diverses et variées d'ailleurs. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs questions qui disent mais pourquoi il n'y a pas de DPS, de droit préférentiel de souscription cette fois-ci? Voilà, qui vous en font. Alors, les temps étaient restreints. C'est un problème de technique. Les DPS, je ne veux pas rentrer dans la technicité, c'est pas forcément très bien géré par les gens qui gèrent vos comptes en général. Donc, il y a beaucoup de déperditions. On voulait maximiser nos chances de faire participer et de ne pas perdre d'ordre de particuliers, premier point. Il y avait un problème de temps aussi, de documentation. Donc, voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle on n'a pas mis de DPS. D'accord. Quelques questions aussi sur les batteries. Donc, il y a des batteries dans vos cœurs, c'est ça? Alors, pas dedans, à l'extérieur. À l'extérieur. Et donc, comment ça se passe? On vient Très simplement, quand vous êtes à la maison, pour pas avoir de problème, vous vous branchez directement sur les prises, ou autrement, quand vous vous baladez, ça va jusqu'à 6 heures et vous avez un autre set de batterie, donc vous pouvez prolonger par 2, voire par 3 si vous avez deux sets de batteries différents. Donc, vous changez les batteries, vous avez des alarmes, tout est bien fait, il n'y a pas de sujet. D'accord. Et après, j'essaie de ne pas rater de grands sujets de questions. Alors, effectivement, il y a des questions aussi sur les enjeux il y a des questions aussi sur la marge. Est-ce que comment va évoluer la marge? Quelle est votre marge aujourd'hui? Est-ce que c'est c'est ce que public, donc je vous dirais pas. C'est une évolution, voilà. L'évolution, c'est ce qu'on a écrit dans la planche. Notre profit viendra de la réduction des coûts de production, donc l'augmentation des marges. Donc, on est un peu profitable aujourd'hui, ce qui est assez rare en implant cardiaque. En général, vous commencez au coût, toutes les valves et tout ça. Moi, j'ai jamais vendu un produit avec de la marge au début. Et avec les volumes et puis, bien sûr, les efficiences, vous réussissez à baisser la marge. D'ailleurs, c'est le travail qu'on doit faire, je dirais, dans les années qui viennent pour pouvoir être profitable en 2027. Donc, notre but, ça sera d'arriver à une marge brute autour de 70%, ce qui est bien pour un implant cardiaque. C'est pas une marge entre les plus élevées, mais c'est un produit qui est également très gros. Donc, voilà. D'accord. Donc, vous avez aussi parlé pas mal de 2027 aux États-Unis. Quels sont les grands, juste pour rappeler un peu ou redonner quelques éléments, les grands éléments clés Alors, je vais essayer de contraintes qui peuvent peser dessus. Je vais essayer de ne pas dire de bêtises parce que j'ai mon responsable réglementaire qui nous écoute. J'espère qu'il ne va pas me hurler dessus, mais bon. Non, ma compréhension, c'est que il y a deux sujets. Il y a les sujets comme pour le marquage CE, il y a le dossier, on va dire sur la technologie. Donc, il faut répondre à toutes les questions que la FDA a. Et le fait qu'on ait commencé il y a très longtemps, en fin de compte, ça peut être frustrant, mais c'est très bien parce que on sait tous les tests qu'ils veulent voir et qu'on n'a pas encore parce qu'ils n'étaient pas demandés. Voilà. Donc, on sera vraisemblablement en position d'avoir répondu à toutes les questions sur la technologie, ce qui est vraiment la partie peut-être la plus compliquée, la plus longue, dès l'an prochain. Donc, ça sera réglé. Et après, il y aura la composante clinique. Et on pense que avec efficace plus un peu d'expérience aux États-Unis, ce sera suffisant pour les convaincre. On parle de cœur artificiel. Si on arrive avec 62 patients, avec des bonnes données, surtout qu'efficace, ce sera une étude extrêmement rigoureuse. Donc, voilà. Donc, ça sera un peu Donc, on pense être prêt avec le dossier pour le soumettre au deuxième semestre 2026 pour éventuellement avoir une approbation l'année suivante. En général, quand un produit est
est important, ça va assez vite. Oui, j'étais en train de parler, en train de lire mes emails et une technologie que j'ai développée. Bon, bah, les FDA, ils ont donné un panel pour le TriClip très rapidement, c'est en février là. Donc, vous voyez, ça va de plus en plus vite. Quand il y a un besoin, je pense qu'on peut travailler en toute intelligence pour faire avancer les lignes rapidement. Et aussi des questions aussi sur le potentiel d'être racheté. Est-ce que c'est une perspective qui peut être regardée de votre côté? Alors, vous savez, ça c'est la question qui revient toujours. Alors, étant donné que moi-même j'ai refusé d'acheter un Elvad quand j'étais chez Abbott, qui a été racheté à travers l'acquisition de Saint-Just, c'est compliqué. Moi, je pense que nous, on fait de la médecine. C'est de la vraie médecine. Et les gros groupes, ils font un peu moins de médecine que nous. Ils font beaucoup. C'est plutôt des distributeurs de produits de médecine. C'est pas du tout la même chose. Donc nous, ça veut dire que le patient, on s'en occupe de A à Z, de la sélection jusqu'à sa mort. C'est pas ce que font les gros groupes. Donc, est-ce qu'on pourrait être acheté? Oui, mais je ne pense pas par des sociétés de type Johnson & Johnson, Abbott qui sont beaucoup trop gros maintenant, qui font des choses plus consumer, des patchs, le Libre pour la glycémie, ouais, des choses qui sont beaucoup plus, on change tous les 15 jours, c'est simple, c'est pas risqué. Nous, on fait vraiment de la médecine, de la vraie médecine. Donc, si vous voulez, en termes d'accompagnement, bien sûr, à Johnson, Abbott, tout le monde fait la médecine, mais nous, on accompagne le patient de A à Z, ce que ces gros groupes ne veulent pas faire. Par contre, il y a certainement des groupes, j'en ai en tête, qui auraient intérêt, je pense, à s'intéresser à nous, pour des raisons que je ne vais pas élucider, mais c'est une possibilité. Alors, est-ce qu'elle est prochaine ou pas? C'est plutôt ça la vraie question. Moi, je ne pense pas, mais enfin, bon, c'est ma propre interprétation des choses. D'accord. J'avais une question, quel est le cours de bourse aujourd'hui? Comme je suis sur le site EasyBourse, je peux répondre directement moi-même. Il est de 4,38 €. Et là, avec cette augmentation de capital, vous pouvez souscrire à 3,99. Et juste, je précise, quand vous êtes client EasyBourse, dans votre messagerie, vous avez un petit message qui vous dit voilà l'opération, voilà les conditions, voilà le lien pour y participer directement en ligne, que vous ayez un PEA, un PEA-PME ou un compte titre, et il n'y a pas de frais de souscription quand vous le faites sur EasyBourse. Avec le petit rappel EasyBourse. Et peut-être que pour la dernière question, pour finir, effectivement, c'est redire un message aux actionnaires, alors les actionnaires qui se disent bon là je participe à cette augmentation de capital, il y en aura certainement une autre, peut-être dilutive ou pas dilutive dans 5 mois, 6 mois, le cours, redonner quelques éléments, voilà, quels seraient les premiers, les mots les plus simples pour donner envie à vos actionnaires historiques qui croient dans votre produit, de continuer l'aventure. Vous savez, moi, je suis rentré également à des niveaux très élevés personnellement. Je pense que Carmat, il y a plusieurs sujets. Il y a certainement eu des problèmes de développement comme toutes les sociétés, mais comme toutes les autres sociétés du secteur, malheureusement, la crise économique est passée par là, le Covid aussi, et je pense que ça a impacté de manière artificielle tous les cours qui existent aujourd'hui. Il y a 10 ans, je pense que le cours serait pas là parce que l'économie va bien, tout le monde est positif. Vous savez très bien que l'économie et la bourse, c'est basé sur la confiance en l'avenir. Bon, c'est quelque chose qui n'existe plus et qui va parvenir pour très longtemps. Donc, pourquoi investir chez Carmat? Je pense que je cite toujours Abiomed. Alors, je suis fustigé toute la vie là-dessus, mais j'y crois dur comme fer. Je pense qu'on n'échappe pas à la règle. On est dans la vallée de la mort, comme on appelle ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand vous faites un mariage, vous n'allez pas dire que, en tant que marié, que vous êtes moche et méchant et exécrable, parce que vous n'avez trouvé personne. Donc, on dit dress the bride, donc on se montre sous notre meilleur jour, ce qui est normal, hein, parce que vous y croyez vraiment. Donc, en 2010, il y a un listing. Le problème, c'est que les choses, comme très souvent, ne sont pas passées comme elles devaient, parce que ça reste une start-up avec beaucoup d'aléas. Et là, on est dans la veille de la mort, comme on appelle ça, en bourse. Et moi, j'appelle les gens à regarder Abiomed, qui aujourd'hui caracole à 200-300 $. Ils ont été à 1 $ pendant 6-7 ans. Et après, ils ont eu le marquage chez eux. C'est le moment où on est. Et puis après, ça commence à augmenter. Donc, la vraie question, c'est est-ce que Carmat va tenir sa promesse? Est-ce que le marché, j'entends les hôpitaux, vont répondre à la hauteur de ce que veut Carmat? Donc, je pense qu'on a résolu tous les problèmes majeurs.
on est prêt. Donc, je pense qu'on est dans une phase de création de valeur. Maintenant, bien sûr, c'est ce que nous, on pense. J'en suis fortement convaincu. Vous savez, ce qui est important, c'est une startup, c'est très compliqué. Vous avez de l'argent à très court terme. Vous devez lever tout le temps. Je dirais un paramètre important, si vous regardez, vous voyez toute l'équipe de direction, personne n'est parti. Et depuis des années, elle est stable. Donc, ça veut dire que les gens y croient dur comme fer. Parce que quand on vous dit, tu seras payé jusqu'en fin de mois seulement et après, on ne sait pas, dans mon équipe de direction, tout le monde reçoit des offres de travail tous les jours et très intéressantes. Donc, le fait qu'il soit là, je pense, c'est un facteur très important pour montrer la confiance que l'on a en le projet. Et si les fondamentaux sont là, bien sûr, la valorisation suivra. Bien, bah, écoutez, merci beaucoup pour ce message et puis aussi surtout sur votre présence et ce que vous avez pu dire. Je remercie aussi beaucoup tous les participants. Vous étiez nombreux à poser des questions. J'espère que j'ai pu traiter l'essentiel de vos attentes. OK. Et donc, je souhaite à tout le monde une très bonne après-midi. Merci à vous tous. Au revoir et merci pour votre soutien. On compte sur vous. Merci, au revoir. Au revoir.